c'est quand même un petit bijou, un petit joyau qu'on a en France. On est très chanceux d'avoir la région de Bourgogne. Donc la Bourgogne se divise en 5 grandes sous-régions. Tout au nord, vous avez le Chablis et le Grand Auxerrois. Donc au nord. Et donc vous avez déjà sûrement goûté un petit Chablis, donc, qui est une région très reconnue pour ses chardonnays d'une très grande fraîcheur. Donc des vins qui sont très frais, très droits, très vifs, et donc très cristallins, et des vins qui sont assez minéraux. J'adore le Chablis perso. Donc vous connaissez sûrement. Un petit peu plus au sud, vous avez la côte de Nuit, donc au sud de Dijon. Donc terre des plus grands pinots noirs du monde. Donc le pinot noir qui est le cépage utilisé en Bourgogne pour produire les vins rouges. Le chardonnay, le cépage utilisé pour produire les vins blancs en Bourgogne, donc majoritairement. Vous avez également de la ligotée, c'est un petit peu plus rare. Le pinot est quand même beaucoup plus dominant. Donc la côte de Nuit. Si je vous dis Chevrey-Chambertin, Voste-Romanée ou encore Chambolle-Musigny, ça vous dit peut-être quelque chose. Mais il s'agit de grands climats, les plus grands climats, parmi les plus grands climats en Bourgogne, qui produisent des vins exceptionnels. Et je vous expliquerai le système de classement après, qui diffère énormément du classement de Bordeaux, des grands classés à Bordeaux. Donc encore au sud, vous avez la côte de Beaune, réputée pour ses grands blancs d'exception. Donc c'est des vins qui sont un peu plus aromatiques, un peu plus lactés, je dirais, que le Chablis, qui lui est un peu plus direct, un peu plus frais. C'est comme ça que vous pouvez les différencier. Mais néanmoins qui produit quand même des vins. Côte de Beaune en fait, qui est un climat qui produit quand même des vins très frais de manière générale à Bourgogne. Et donc vous connaissez le Meursault sûrement, le Puligny-Montrachet, Corton-Charlemagne aussi, ça vous dit quelque chose peut-être. Et il y a quelques rouges élégants aussi que vous pouvez retrouver comme le Pommard et le Volnay, pardon. Je l'avais plus en tête. J'ai pris quelques notes à côté, c'est normal, il faut que la vidéo soit structurée. Et c'est pour ça que des fois je détourne le regard, mais vous en faites pas, je reste avec vous. Donc on se dirige encore un petit peu au sud, encore un peu plus au sud. Vous avez la côte chalonnaise qui est un peu plus discrète, mais qui offre des vins au très très bon rapport qualité-prix. Attention. Le rapport avec le prix en Bourgogne est très très particulier. En fait, les vins sont très très chers en Bourgogne. C'est très dur de s'en procurer parce que c'est quand même une région qui est connue mondialement et qui, par rapport en fait à l'engouement mondial dont dispose cette région, sont produits en fait et produire finalement un très faible volume de vin. Donc les vins sont très prisés, c'est dur de s'en procurer. Donc tous leurs prix qui sont excessivement chers, en même temps ils sont les meilleurs vins du monde probablement, donc forcément c'est très particulier et c'est pour ça que trouver un vin d'un bon rapport qualité-prix en Bourgogne est très compliqué. Enfin, quand j'entends rapport qualité-prix, il y a des vins qui sont à 100 € et qui ont un très bon rapport qualité-prix parce qu'ils sont exceptionnels, mais je parle surtout de vins qui sont accessibles mais qui restent quand même bons et qui sont caractéristiques d'un vin de Bourgogne. Donc pas seulement un pinot
ça lambda qui n'a pas trop d'intérêt. Donc la côte chalonnaise, donc avec des appellations comme Rully, Mercury et Givry. Et enfin donc il y a le Mâconnais qui est plus au sud et on trouve des plans qui sont assez généreux, accessibles, comme le Pouilly Fussé qui produit de très bon vin et le Saint-Véran. Voilà. Si vous avez déjà entendu parler de la Côte d'Or, en fait la Côte d'Or c'est pas une sous-région à part, en fait il s'agit simplement de l'ensemble de la Côte de Beaune et la Côte de Nuit. On appelle la Côte d'Or parce que c'est un terroir qui est très spécifique. Vous avez des coteaux en fait de vignes qui sont très bien exposés au soleil et ça fait référence au soleil en fait qui donne l'impression d'une espèce de surface dorée en fait par rapport aux vignes. C'est pour ça qu'on appelle ça la Côte d'Or. Et également je pense que c'est un double sens également parce que les vins qui y sont produits sont exceptionnels donc voilà. Le classement bourguignon, j'y viens. Donc une approche un peu unique. Parce que contrairement à Bordeaux, le classement repose sur les châteaux où le classement repose sur les châteaux et domaines, le Bourgogne classé vin par parcelle et par climat avec une hiérarchie précise. Vous avez les appellations régionales comme Bourgogne Pinot Noir, Bourgogne Chardonnay. Je vais pas tirer sur les ambulances, mais méfiez-vous des vins en supermarché de Bourgogne qui coûtent pas très cher. Vous avez écrit en gros Bourgogne Pinot Noir ou Bourgogne Chardonnay. En fait c'est du pur marketing. Le consommateur qui connaît rien va s'orienter là en pensant qu'il va boire un vin de Bourgogne et il aura raison, il boira un vin de Bourgogne mais qui sera pas très qualitatif la plupart du temps évidemment. Je dis bien la plupart du temps. Enfin, vous savez les appellations communales qui portent le nom du village comme Chablis, Nuits-Saint-Georges ou Meursault. Nuits-Saint-Georges qui font de fabuleux vins rouges. Déjà, si vous achetez un vin en appellation communale, vous allez peut-être en avoir pour une quarantaine d'euros, 30-40 euros minimum. Et un Nuits-Saint-Georges par exemple est un peu... Si vous avez en face déjà, j'essaie de grossir un petit peu et de synthétiser, de vulgariser, mais si vous voyez Nuit Saint-Georges sur la bouteille, le vin n'est pas forcément excellent, mais ça vous donne une indication déjà sur la provenance du vin. Et donc ça peut déjà vous rassurer un petit peu sur la provenance du vin. Et un vin de Nuit Saint-Georges aura peut-être plus de chances d'être meilleur qu'un vin en appellation régionale. Ensuite, vous avez les premiers crus, donc ça c'est des parcelles de qualité supérieure, souvent situées sur des coteaux bien exposés, comme Chambol-Musigny, premier cru, ou les Amoureuses. Voilà. Et envers les grands crus, donc c'est l'élite de la Bourgogne, donc des territoires mythiques comme tout le monde connaît Romanée-Conti. Je crois qu'ils ont que 2 hectares de vignes Romanée-Conti. Et donc c'est le Romanée-Conti, c'est le vin le plus cher au monde, je crois. Donc si vous n'êtes pas au courant, une bouteille de Romanée-Conti, ça se vend à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et en fait c'est non seulement parce qu'il y a une histoire très particulière derrière Romanée-Conti, il y a également un très faible volume dû à la surface en fait du vignoble qui est que de 2 hectares. Et ce sont des vins qui sont exceptionnels aussi. Donc tout ça en fait assemblé fait que ça fait partie, c'est partie des vins les plus chers au monde quoi. Vous avez le Montrachet, le Chambertin ou le Musigny qui ne représentent que 1% de la production bourguignonne. Je vous laisse
sur internet si vous êtes curieux. Et vous verrez que c'est assez indécent les prix, mais c'est comme ça. Je vais décaler le micro gentiment parce que là je vais passer la dégustation. Et il faut que je sois libre de mes mouvements le plus possible. Alors, qu'est-ce que je vous ai concocté? Alors comme je vous ai dit, c'est très très compliqué. Donc c'est très compliqué de trouver un bon Bourgogne à 20-30 € et c'était un peu mon budget pour être honnête. Parce que je me voyais pas sortir une bouteille à 80 balles que j'ouvre en vidéo comme ça et c'est juste pas possible, sachant que moi je vis tout seul. Donc si vous voulez le vin, en général je le ramène, si vous voulez j'en profite pour le ramener quand j'ai un dîner ou quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que je peux pas faire des dégustations tout le temps. Ça me coûterait trop cher et le but c'est pas non plus que je cache le vin que je déguste derrière, donc voilà, donc là j'ai pris un vin d'une vingtaine d'euros qui normalement est pas mal de ce que j'ai vu. J'ai fait mes petites recherches et donc on est parti. C'est un Domaine Nicolas en Haute-Côte de Bonne, donc dans la Côte d'Or, millésime 2022, donc très jeune. 100% Pinot Noir. Et vous avez ici écrit vieille vigne. Alors, vous allez souvent voir sur des bouteilles la mention vieille vigne. Alors qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire vieille vigne en fait? Vieille vigne, les vieilles vignes si vous voulez, c'est des vignes qui ont plusieurs dizaines d'années, donc plus de 50 ans je dirais. Et donc c'est des vignes qui ont déjà produit des vins, d'autres vins depuis longtemps, qui ont été plantés il y a longtemps, donc leurs racines sont plus profondes. Les vieilles vignes produisent moins de raisins, mais les raisins que les vieilles vignes produisent sont plus concentrés, donc grâce à leurs racines profondes qui captent mieux le terroir et leur résistance aux aléas climatiques, etc. Donc plus résistante aux aléas climatiques. Donc ça offre des vins qui sont généralement plus complexes et plus aromatiques. Donc Domaine Nicolas, donc situé dans le petit village de Nolay en Côte d'Or. Du coup, c'est un vin qui m'a coûté 17 ou 18 € je crois. Je vous mettrai le lien en description. Je l'ai acheté sur une cave en ligne, qui a un super service client d'ailleurs. Et donc je vous donnerai le lien en description, il n'y a pas de problème là-dessus. Si vous demandez ce qu'est ceci, ceci est ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un stop goutte. Donc je vous montre. C'est un disque que vous placez à l'intérieur de la bouteille comme ceci. Et quand vous allez servir le vin, celui-ci ne coûtera pas en fait, il va pas couler partout en fait au niveau du goulot et ensuite sur l'étiquette. Ça permet d'apporter plus de précision dans le service. Je trouve que c'est super utile, ça ne coûte absolument rien. Ça m'a coûté, enfin on m'a offert ces disques là tellement que voilà, c'est un petit goodies si vous voulez, mais ça doit coûter genre peut-être 10 centimes le disque, vous en trouvez sur Amazon je pense.
enfin le décanter plutôt, le carafe et décanter c'est deux choses différentes. Ou le décanter ou l'épauler. Moi je vous conseille de l'épauler quand vous n'avez pas de carafe. C'est-à-dire le mettre en fait verser du vin de sorte à ce que le vin soit au niveau de l'épaule de la bouteille. Et donc l'oxygène passe et ça permet en fait d'ouvrir le vin avant la dégustation. Vous pouvez faire ça même des heures et des heures avant. Vous pouvez ouvrir des heures avant une bouteille. Certains vins peuvent même être ouverts la veille de la dégustation pour vous dire. Et la croyance générale veut qu'on ait tendance à se dire est-ce qu'on décante des vins qui sont vieux, des vins de 30-40 ans. Alors c'est complètement faux, on a tendance à décanter des vins qui sont jeunes, justement parce qu'ils ont une forte concentration tannique et donc on cherche à oxygéner le vin pour qu'en fait on sente les arômes et qu'ils ne soient pas fermés et trop concentrés. Donc voilà, on est parti. Alors désolé, j'ai tapé le verre sans faire exprès, donc j'ai dû faire un petit cut. Donc déjà dans un premier temps, voilà, la robe elle est très claire. On a une robe qui est très claire, d'une couleur un peu grenat, framboise. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais moi je le vois bien grâce à la lumière. Il y a un très faible volume de larmes, ce qui laisse penser quand même que pas beaucoup de sucrosité, d'être d'un faible taux d'alcoolémie. Il est à 13%, ce qui est relativement raisonnable. Alors on a vraiment le cassis qui domine, essentiellement. Donc un peu fruit noir, voilà, cassis. J'ai également du cèdre, un peu de sous-bois, quelque chose d'assez champêtre. C'est assez intéressant. Okay. Alors je vais m'apprêter à déguster. Ok. J'ai bien fait de le décanter juste avant. Il a une concentration tannique assez élevée. Et ça c'est dû à sa jeunesse. En bouche, il est assez riche. Il est assez franc et droit. Je dirais qu'il manque un petit peu de profondeur. On a des arômes de fruits dominants et également en fait des arômes de herbacées un petit peu, de réglisse, qui me laissent penser qui me laisserait penser que le vin voilà est encore assez jeune et qui mériterait de vieillir en cave encore un peu de temps. Je sais, dites-moi si c'est satisfaisant.
exceptionnels ailleurs, autres qu'en Bourgogne. Mais si vous voulez avoir un avis déjà un petit peu, oui, une introduction en fait au vin de Bourgogne, ça peut être un bon commencement. Il est assez marqué par l'élevage, c'est vraiment des arômes un peu de cèdre et de sous-bois un petit peu, c'est assez rigolo, donc élevage en fût de chêne évidemment. Ok. Il est quand même relativement équilibré, donc ça c'est une bonne nouvelle. Il a une belle acidité aussi, et ça j'apprécie. Comme vous savez, genre, il me semble que je l'ai dit dans la première vidéo dégustation, mais je suis assez adepte des vins qui sont assez frais et aromatiques. Il a une très belle acidité, il est relativement équilibré, il manque peut-être un peu de complexité et de profondeur, mais ça reste néanmoins une belle surprise. Donc voilà, vous pourrez trouver ce vin pour une vingtaine d'euros, donc dans le lien que je vais vous donner dans la description. Ce n'est pas du tout sponsorisé. Je vais juste ça pour vous donner les petits bons plans. Voilà, le but c'est aussi que vous découvriez des petites pépites et je pense qu'il vaut